est-ce qu'il y a un rapport entre la saison et les titres? J'ai bien compris que quand vous parlez de l'école, les citations de l'école, c'est en septembre. C'est en Pour les septembre. autres, qu'est-ce que vous avez fait? Alors, me suis rapproché aux dates fondamentales de l'année. Il y a une citation sur l'amour au moment de la Saint-Valentin. Il y a une citation sur la situation de la femme au moment de la journée du droit des femmes. Il y a le 14 juillet. Il y a la rentrée scolaire, vous venez de l'évoquer. Voilà, il y a toutes les dates de D'accord. l'année. Et puis également les grandes journées. La journée du théâtre, mondiale du théâtre, la journée mondiale de la Corse, etc., etc. Alors justement, puisqu'il y a des grandes journées, vous parlez du théâtre, on va commencer par le théâtre. Ma question est la suivante. Notre vie est-elle un jeu, une illusion, comme le rêve de Zhuangzi? Sommes-nous des papillons qui rêvent d'être humains ou l'inverse? Alors, vous établissez un rapport et je vous en remercie entre deux de mes citations. La fameuse citation de Zhuangzi, j'ai rêvé que j'étais un papillon. Voilà. Suis-je un papillon en train de rêver qu'il est Zhuangzi ou l'inverse? Alors oui, en un sens, beaucoup l'ont dit, de grands auteurs. Il y a même des pièces de théâtre de Pirandello à ce sujet et bien d'autres. Notre vie est un théâtre. Le grand Shakespeare disait la même chose aussi. Mais là, dans cette citation, je me suis référé à un grand psychiatre que j'aime beaucoup, qu'on a oublié aujourd'hui, qui est Ronald Lang. C'est l'anglais qui a fondé l'antipsychiatrie dans les années 60-70. Et il a écrit un merveilleux ouvrage qui s'appelle Nœud, qui a été mon livre de chevet pendant des années, où il a mis en formule les relations qu'il avait avec ses patients. Et donc, c'est ça l'idée d'un jeu, d'un faire semblant qu'il a utilisé, qu'il considère comme central dans la psychiatrie, mais aussi dans le théâtre. Alors rapproche ça du paradoxe du comédien de Diderot. Donc au théâtre, on fait semblant d'être devant des hommes réels qui ont des passions réelles. Le comédien fait semblant d'éprouver ses passions alors qu'il joue. Il y a ce double faire semblant dont nous étions si doués pendant l'enfance. Hein. Tu veux jouer à faire semblant, disaient les enfants. Bien. Et puis on perd cette faculté en grandissant, comme beaucoup d'autres malheureusement. Et le théâtre nous permet de retrouver ce moment merveilleux, cette double illusion. Et c'est donc quelque chose de tout à fait essentiel de retrouver l'enfance et de retrouver cette capacité d'imaginer et de se mettre en scène. Voilà ce que je voulais dire en rendant hommage à Molière, puisque son anniversaire, l'anniversaire de sa naissance est en janvier, bien entendu. L'angoisse du Covid révèle-t-elle la stupidité populaire ou le manque de foi des dirigeants? Donc, que nous dit Rédécaire? Il nous dit effectivement les valeurs se sont écroulées, Dieu est mort pour aller très vite, suivant la célèbre formule nietzschéenne, mais du même coup, il y a une sorte de valeur de substitution qui remplit tout le paysage, qui est la santé, l'obsession de la santé. Ça a été le cas pendant le Covid, tout était inessentiel, il y avait une seule chose essentielle, c'était d'échapper à la pandémie et tout le reste était accessoire. Bon, on aurait pu faire d'autres choix à cette époque, on a fait celui-là, nos dirigeants ont fait celui-là, bon, c'était leur responsabilité. Et donc Rédeker dit au fond, mais la santé peut pas être une valeur suprême. La santé, c'est un moyen. La santé, pour quoi faire? À quoi ça sert d'être en bonne santé? Pour mener quelle vie? Pour mener quel type d'action? La santé peut pas être un but en aucune façon. Donc cette obsession de la santé, elle m'a fait penser aux fameuses lignes que j'ai lues et relues toute ma vie de Nietzsche dans le prologue du Zarathustra, le dernier homme. On a son petit plaisir pour le jour et son petit plaisir pour la nuit, mais on révère la santé, ainsi parlent les derniers hommes, et il cligne de l'œil. Donc c'est le clin d'œil du dernier homme, de cet homme qui n'a plus de foi, qui n'a plus de croyance, qui n'a plus de dynamisme, qui vit dans une sorte d'hédonisme étriqué, et c'est cela que dénonce Robert Redeker et que je dénonce à mon tour en commentant sa formule. Alors, nous passons à la troisième sur l'autorité. Dans ces temps démocratiques, toutes les autorités deviennent suspectes, sauf l'autorité de l'opinion. Alors, Finkielkraut, qui est un philosophe récent, dans votre analyse de sa citation, vous parlez un peu de Platon et de la philodoxie. Tout à J'aimerais que fait. vous nous expliquiez un peu ce terme étrange. Alors, un débat pour savoir si Platon a créé le mot philosophie. Certains pensent que c'est Pythagore, mais peu importe. Par contre, ce dont nous sommes absolument certains, c'est que Platon a créé le mot philodoxie. Doxa en grec, c'est l'opinion. Donc, pourquoi Platon crée ce mot? Parce qu'il est le contemporain de la naissance de la démocratie. Et il est le premier observateur critique de cette démocratie athénienne qui a condamné à mort Socrate, donc il y a de nombreux défauts pour elle. Mais il a fallu, si vous voulez, plus de deux millénaires pour qu'on perçoive les dangers que Platon avait déjà perçus lui-même. Parce qu'en fait, la notion d'égalité, quand elle prend la forme de l'égalitarisme, et c'est un petit peu ce qui se passe aujourd'hui, rend impossible une autorité, donc une verticalité, un homme qui a la
possibilité, la capacité de décider pour les autres, que la capacité, le médecin par rapport à son patient, le dirigeant par rapport au dirigé. Et donc, c'est dans cette société qui a sombré dans un égalitarisme forcené que l'opinion prend le pouvoir. Et on a souvent cru, et je cite cela dans une autre citation du livre, on a souvent cru, et Platon lui-même a échappé à cette illusion, que, au fond, le pauvre peuple était manipulé par des dirigeants, des dompteurs. Et Platon pose cette formidable question, mais qui est le dompteur, qui est le dompté? Pour dompter un animal, il faut l'observer, le connaître, aller dans le sens de ses attentes et de ses désirs. Et donc les grands démagogues et les grands tyrans de l'histoire sont peut-être non pas des manipulateurs, mais des hommes qui ont senti les désirs sombres au fond du peuple. Et je crois que là, Platon a quelques successeurs peu nombreux. La Boétie, au XVIe siècle, avec le discours sur la servitude volontaire, qui est un chef-d'œuvre absolu, avec d'autres penseurs, avec l'historien Goldhagen, les bourreaux volontaires de Hitler, qui dit au fond les Allemands n'ont pas été victimes du manipulateur Hitler. C'est Hitler qui a senti le premier les horribles attentes du peuple allemand, l'horrible antisémitisme qui régnait partout dans cette société et qui a exploité cela. Donc voilà, le manipulateur, le manipulé, le dompteur, le dompté, c'est un thème qui m'obsède depuis de longues années et donc j'en ai profité pour développer cette réflexion sur la philodoxie. Alors, en parlant de dompteur, ça me fait passer à ma quatrième question sur l'école, puisque Oui. vous êtes universitaire et professeur. Et donc, j'ai trouvé beaucoup d'humour à votre citation de Sacha Guitry. Tout à fait. École, établissement où l'on apprend à des enfants ce qui leur est indispensable pour devenir des professeurs. Moi, ma question, elle va reprendre une autre citation, cette fois-ci d'Anatole France. De toutes les écoles fréquentées, c'est la buissonnière la meilleure. Qu'est-ce que vous en Oui. pensez? Dans le même sens, un petit peu ces deux citations. Alors, j'ai beaucoup aimé cette formule de Guitry quand je l'ai rencontrée. Elle est ironique, bien entendu, elle est excessive, il n'y a aucun doute, elle est, je dirais, provocatrice. Mais dans ma carrière d'enseignant, je dois maintenant, il y a prescription, je peux vous l'avouer, j'ai souvent manié la provocation. Il m'est même arrivé pendant des années d'afficher des dasibao dans salle des profs ou dans lesquels j'interpellais mes collègues. Que je jugeais coupable de bien des contradictions, de bien des hypocrisies, etc. Donc, ce que dit Sacha Guitry n'est pas idiot du tout. On sait bien que notre système fonctionne de plus en plus mal. On est dans les derniers des classements depuis des années. Bon, tout le monde en est conscient. On avait une école élitiste qui fonctionnait bien. On a raté complètement le passage de l'école élitiste à l'école de masse, à l'enseignement de masse. On a complètement loupé ce virage que d'autres pays ont magnifiquement réussi. Mais il y a une résistance à cette transformation. Pourquoi? Mais la résistance, elle vient en partie, selon moi, et Sacha Guitry a raison, des enseignants. Pourquoi voulez-vous que les enseignants aient l'envie de transformer un système qui réussit si bien à leur progéniture? Toutes les études montrent que les enfants d'enseignants réussissent magnifiquement. Ils ne sont pas suicidaires, les enseignants. Ils vont faire des enfants qui, grâce à ce système d'enseignement, vont faire Sciences Po et l'ENA et atteindre les ors de la République. Donc je crois que c'est un des facteurs, c'est évidemment loin d'être le seul. Et vous comprenez pourquoi j'étais peut-être pas toujours bien vu de mes collègues enseignants quand je manipulais ce genre de propos déjà il y a 20 ou 30 ans et dont j'ai trouvé la confirmation dans la formation. Enseignement qui est beaucoup trop théorique. Vous parlez de l'école buissonnière, effectivement. On peut citer Montaigne, on peut citer qui a plus appris dans l'école de la vie que dans l'école de l'université et bien d'autres encore. Donc on a raté complètement. Aujourd'hui, on a des instruments magnifiques. Je cite Michel Serres, je crois vous allez m'interpeller sur Michel Serres. Michel Serres a écrit deux magnifiques livres à la fin de son parcours, Petite Poussette et Le Gaucher boiteux, où il dit on a des instruments merveilleux aujourd'hui pour que les enfants puissent, je dirais, découvrir des mondes entiers, des bibliothèques entières. Apprenons-leur à utiliser ces instruments, mais arrêtons cet enseignement de transmission hyper théorique qui ne réussit qu'aux enseignants et à leurs enfants. Voilà, je crois que moi j'adhère à la formule de Sacha Guitry avec des nuances, mais je crois qu'elle est loin d'être idiote. Elle devrait faire réfléchir tous les hommes attachés à l'école dans ce pays. Eh bien, vous m'avez fait la transition sur Michel Serres, puisque on Voilà. va parler des médias. Ancien média, peu d'émetteurs, beaucoup de récepteurs. Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ma question, c'est les réseaux du style Facebook sont-ils des hypertrophies narcissiques de la communication?
C'est vrai qu'il y a un narcissisme dans un certain nombre de pages Facebook des adolescents qui se mettent en scène, qui racontent leur petit déjeuner et leur rhume de cerveau. Ce n'est pas d'un intérêt considérable pour le reste de la société. Mais n'oublions pas que nous sommes devant un instrument très récent et qu'en réalité, avec Facebook, avec les réseaux sociaux, les jeunes, les adolescents ont le moyen de prendre la main en quelque sorte. Si vous voulez, on est passé, et je pose la question au début du commentaire, est-ce que nos parents étaient plus libres quand ils regardaient tous l'unique chaîne de télévision qui proposait un unique journal télévisé devant lequel ils badaient en parlant. C'est vrai, je l'ai vu à la télévision, vous avez entendu cette phrase dans votre jeunesse comme moi. Bon, aujourd'hui, c'est... Donc je crois que non, il y a une évolution, il est trop tôt, à mon avis. Et je le dis à plusieurs reprises dans l'ouvrage, moi j'ai beaucoup travaillé sur Internet, sur les réseaux sociaux, je prépare une conférence sur le fameux chat GPT, donc je me passionne pour ces questions. Je pense qu'il est trop tôt pour avoir des jugements péremptoires à l'emporte-pièce sur les réseaux sociaux. Laissons-les évoluer, ils ont beaucoup de défauts, c'est vrai. Le système ancien en avait beaucoup également, c'est ma conviction profonde. On en a parlé avec Sacha Guitry à l'instant. Donc laissons les choses évoluer, elles évolueront nécessairement et un équilibre se fera. Donc il y a un outil aujourd'hui extraordinaire d'information, de culture, c'est à l'école d'apprendre aux jeunes à utiliser ces réseaux et non pas à les dénoncer et à tenir des discours scandalisés sur l'utilisation de Facebook ou de ChatGPT. Je crois qu'on a là un outil qui est extraordinaire, une porte ouverte sur le monde et c'est ce qu'a dit Michel Serres. Je vous remercie d'avoir répondu à mes questions. Je vous en prie. Bravo pour cet ouvrage et puis pour la pondération que vous apportez sur les nouveaux outils et les nouveaux médias, Merci, j'y qui tiens sont tout beaucoup, à oui, fait effectivement. positifs et laissent comprendre que c'est à nous, nous les lecteurs, nous les étudiants et nous les professeurs, à faire en sorte que ces outils deviennent de véritables outils et non pas des pensums. Complètement. On évoquait Platon tout à l'heure. N'oublions pas que Platon a dénoncé l'écriture dans son dialecte du fait. Chaque fois qu'un nouvel instrument est apparu, il a suscité des critiques. Donc aujourd'hui, on en est au même point qu'il y a 24 siècles. Voilà. Très bien. Encore merci beaucoup, à bientôt.